Si le son n'est pas bon, faites-nous signe. La dernière fois, on avait déjà eu le problème, on s'est équipé cette fois d'un petit micro que Noël tient dans la main. Mais c'est bon, je pense que tout le monde m'entend. Mais ouais, normalement il marche, donc n'hésitez pas s'il y a un souci et si vous voulez qu'on parle plus fort, s'il y a un problème de son, quoi. C'est toujours un peu gênant quand il y a un problème de son dans la vidéo. Le micro il marche, c'est vos haut-parleurs qui marchent pas. Vous entendez bien Noël? Bonjour à tous. Et nous, on les Je pense entend que pas, c'est ok. C'est ok, tout le monde t'entend. Le retour de leur voix, on l'a pas. Enfin, Non, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois les commentaires. Merci JC, tu me dis que le son est nickel, parfait Jean-Charles. Donc ouais, je vois vos commentaires. Allez-y, questions-réponses. Donc à la base, on va commencer avec petite présentation de Noël. Le focus du jour, c'est le SMI à la volée. Donc voilà, on va principalement parler de ça et puis posez vos questions au fil de l'eau. Je vais le signaler, je vais mentionner quand il y aura des questions à Noël. Donc go, peut-être Noël, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc là on est dans la Nièvre, t'es en semi-direct depuis une vingtaine d'années. Voilà, replace un peu le contexte et puis on attaque avec le sujet du jour qui est le SMI à la volée. d'accord, donc bonjour à tous, Noël de la ville. Parle un peu plus fort, on me dit qu'on t'entend pas. Bonjour à tous, Noël de la ville. Donc on est dans la Nièvre, tout près de la ville de Nevers. Et pour ceux qui connaissent, on est près du circuit automobile de Magny-Cours. Bon, il a moins de renommée aujourd'hui, mais il existe toujours. Donc sinon, ici, on est sur une ferme d'un seul tenant de 180 hectares où je pratique depuis plus de 20 ans, depuis l'an 2000 à peu près, l'agriculture de conservation des sols. Ouais, vas-y, parle plus fort Noël, parce qu'il y a des problèmes de son apparemment. Je pense que je sais pas si c'est le micro ou, ouais, on laisse le micro, mais on va essayer comme ça. Vas-y, go. Donc je disais, depuis plus de 20 ans. Au début, bien sûr, on démarre, on n'a pas Agrolique pour nous aider. Et donc, on démarre un peu à tâtons, on essaye beaucoup de semoirs, en plumas, etc. Et très vite, on échange avec des Brésiliens qui nous disent que la solution, et ça, si vous avez une chose à retenir cet après-midi, c'est celle-là. Ce qui fait fonctionner, donc moi je vais appeler ça SCV. Ce qui fait fonctionner les SCV, c'est les couverts végétaux, la couverture du sol, la couverture vivante du sol. Ça, faut le retenir. Je vais revenir plusieurs fois dans l'après-midi sur cette question-là. Ouais, c'est ce que tu me disais. En fait, le couvert et encore couvert, c'est le moteur du semi-direct, quoi. Et là, donc au niveau son, tout ça, c'est parfait. Là, c'est bon, tout le monde t'entend. Ouais, faut juste parler fort, c'est bon. Ni trop fort, ni pas assez fort. C'est bon, on est bon. Alors, par rapport à ça, Odette Ménard, qui travaille au ministère de l'Agriculture du Canada, dit toujours il y a 3 choses à retenir. En 1, nourrir et protéger le sol. Et en 2, enfin, il n'y a personne qui peut répondre. Alors, Non, en 2, c'est nourrir et protéger le sol. Et en 3, c'est nourrir et protéger le sol. Vous comprenez qu'elle insiste comme tout, enfin, elle a bien compris le truc. Et donc, on insiste sur... et donc, pour nourrir et protéger le sol, c'est des plantes de couverture. Après, je peux en parler un petit peu plus tard, si ça intéresse des gens. C'est du retour de carbone dans nos systèmes et qui, là, va booster les SCV. Alors, tout de suite, un calage, parce que souvent, les définitions, ils sont pas forcément bien orientées. Et donc l'agriculture de conservation des sols, il y en a qui ont différents degrés pour l'atteindre. Et bon, je sais pas que je veux parler d'extrême, mais pour moi, les SCV, c'est quand même la logique extrême de l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire qu'on vient semer la plupart du temps dans des couverts vivants. C'est ça l'objectif. Alors, c'est sûr qu'il y a des difficultés parce que des années sèches, les couverts, ils peuvent pénaliser la culture, etc. Surtout quand on n'a pas d'irrigation. Il y a plein de problèmes. Mais quand on a compris ce système-là, donc on nourrit, on protège le sol en permanence. On devrait voir les parcelles vertes tout au long de l'année.
Et là, du coup, là, on rentre vraiment dans un système SCV qui va fonctionner. Et souvent, les gens, ils disent, ouais, je fais du semi-direct, mais c'est quoi du semi-direct? Il y a des définitions. J'ai déjà entendu dire des gens, ils font du semi-direct, ouais, mais ils labourent et ils sèment au combiné. Ils appellent ça du semi-direct. Non, vous voyez? Moi, j'insiste bien sur le SCV. Semi, sous couvert vivant. C'est ça l'objectif. Et là, pour moi, c'est. Donc, en plus, je vais le répéter souvent aussi, moi, c'est Lucien Segui du CIRAD qui m'a branché. Enfin, malheureusement, bon, il est disparu aujourd'hui, mais qui m'a branché sur ces problématiques-là. Et je l'en remercie d'ailleurs par rapport à ça. Et donc, lui, il pensait que SCV, quoi. Voilà. Il n'y a que comme ça fonctionne. Et justement, donc par rapport à cette problématique, donc couvert et couvert vivant, avec les climats qu'on a, qui sont de plus en plus incertains, vient le SMI à la volée. Donc le déclic, je crois que vous l'aviez eu avec, je sais pas si à l'époque t'étais avec, tu t'étais avec Lucien, mais vous l'aviez eu en Argentine. Bah, Lucien, lui, connaissait ça. Hein. Il a toujours traîné un peu partout. Mais c'est moi qui a découvert, bien sûr, avec Lucien. Mais ça m'a bluffé parce que on a rencontré une entreprise de traitement agricole en Argentine qui faisait plus de semis avec son avion que de traitement phytosanitaire. Donc là, ça nous a interpellés. Et ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Donc c'est quand même assez... Et donc, eux, les Argentins, ils ont des grosses surfaces de maïs ou de soja. Et donc, avant la maturation complète, ils passaient en avion pour distribuer des graines. Mais c'était à objectif fourragère. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient encore des gros troupeaux, puis encore aujourd'hui, mais pour certains, des gros troupeaux d'animaux qui faisaient paître dans les parcelles après la récolte. Et donc, ils trouvaient intéressant d'y balancer des graines qui profitent des dernières pluies et puis qui poussent. Alors, par contre, eux, ils vont vers une saison sèche l'hiver. Enfin, pour eux, c'est l'été, c'est à l'envers, quoi. Et donc, les animaux, ils passent l'hiver sur des grandes surfaces agricoles. Ils finissent de s'engraisser comme ça. Et donc, l'objectif, c'était fourrager. Alors aujourd'hui, bon, ça a évolué, hein, comme nous. Il y a certains qui ont compris qu'il fallait mettre des couverts sans arrêt. Et donc le moyen du SMI nature comme ça ou à la volée, donc je précise bien que c'est un SMI nature, parce que du coup c'est un SMI à la volée sans travail du sol, sans aucun travail du sol. On pose la graine sur le sol, et c'est là toute la difficulté, parce qu'il faut poser la graine sur un sol vivant. Et donc, c'est ça, il y a des moments où tu es prêt à faire du semi-nature, et en fait, quand tu as pas encore, ou quand ton sol, il est pas encore, tu as pas beaucoup de recul en semi-direct, ou que ton sol, il y a pas de turicule, enfin voilà, c'est une mauvaise idée de faire du semi-nature? De toute façon, de toutes les manières, il faut pas que l'investissement soit important. Donc, en fin de compte, en semi-nature comme ça, on va toujours préférer donc des productions fermières, de semences fermières, aux semences achetées, parce qu'on ne mise pas grand-chose. Et on essaye aussi de cibler les conditions. Donc, quand on démarre dans le SCV, je vais dire, on n'a pas forcément, au départ, le terrain qui est propre, qui est adapté à accueillir ces graines-là. C'est-à-dire que, par exemple, sur un limon battant qui va se refermer avec la pluie, même avec des couverts, même avec des cultures, hein, des fois, c'est pas suffisant. On a quand même une surface de sol qui se referme, on n'a plus d'aspérité, et on n'a pas d'aspérité d'ailleurs, du tout. Et les vers de terre, ils fonctionnent pas encore bien. Et donc là, une graine posée sur du béton, ça fait pas grand-chose. Surtout, en plus, on a des périodes secs. Encore, s'il y avait des périodes, une semaine de pluie, la graine, elle pourrait encore arriver à quelque chose. Et par rapport à ça, vous pouvez me poser des questions. Il y a des graines qui sont adaptées à ce mode de semis. Mais il faut savoir aussi que, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça semi-nature, que la nature, c'est son mode de fonctionnement. Elle met les graines, ils mûrissent en aérien et elles tombent au sol. Après, les autres systèmes, c'est des rhizomes, c'est des racines, c'est pas la même chose, quoi. Mais le système graine nature, c'est bien les graines qui tombent au sol. Il n'y a pas de semoir qui sème. Enfin bref. Voilà.
Donc après, Et du coup, tu as Paul qui pose une question. Donc, semis à la volée et destruction de couvert par la suite, est-ce que le couvert recouvrant la graine suffit à faire germer et à amener par exemple un blé dans une luzerne gardée vivante jusqu'à la récolte? alors, répète-moi ça un peu doucement. Est-ce que le couvert recouvrant la graine suffit à faire germer et à amener par exemple un blé dans une luzerne gardée vivante jusqu'à la récolte? Amener un blé dans une luzerne. Ouais, Paul, peut-être reformule. Non, non, mais attends, bon, on va le faire en deux fois. Donc déjà, moi j'aime bien pratiquer. Il faut déjà y aller par étapes. Là, on va arriver mai-juin là. Donc dans les cultures de céréales, qui peut être escourgeons, enfin des orges, des blés, des avoines peut-être, enfin des cultures de céréales d'hiver. Là, on va pouvoir venir mettre des graines à la volée, donc dans ces cultures-là. C'est pour ça que par rapport à ça, avant je le faisais donc avec un, je sais pas si tout le monde a vu la vidéo, je le faisais avec un enjambeur Lopa avec un épandeur en engrais, donc pour écarter à 24 mètres. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé, enfin on va pas expliquer ça tout de suite, mais et donc là cette année on vient d'investir dans un DP24, un Kuhn DP24 pour pouvoir passer dans les passages de traitement et donc venir mettre des petites graines aussi. Donc, Ouais. Pourquoi ce changement? Juste pour préciser, Noël, on peut en parler rapidement. nous on va en parler tout le temps. C'est parce que avec le épandeur, excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Ça permet à Paul de reformuler sa question. Vas-y. Avec l'épandeur centrifuge, on ne peut travailler que des grosses graines. Parce que du coup, centrifuge, c'est la force centrifuge qui envoie les graines. Et donc, les envoyer du tracteur à l'extrémité, ça fait comme 12 mètres au minimum. Il faut toujours un croisement pour. Donc, il n'y a que les graines lourdes qui vont aller à cette distance-là. On est coincé si dès qu'on veut mettre des petites graines, du colza, du trèfle, du millet, enfin, je ne sais pas, toutes les graines, tout ce qui est petit diamètre. On dépend à 5-6 mètres, c'est tout, quoi. Donc on ne peut pas l'obtenir avec un épandeur centrifuge. C'est bien dommage parce que toutes les fermes de France, ils sont pratiquement tous équipés avec un épandeur centrifuge. C'était ça notre deal. C'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu avec Lucien, l'enrobage de semences pour les agglomérer avec de l'argile, de la mélasse, de l'argile, etc. Pour les alourdir ou les coller à d'autres graines mais bon, comme c'est du boulot supplémentaire et tout ça, enfin, c'est possible hein, de coller des graines de luzerne, par exemple, sur un support de graines de sarrasin ou de graines plus lourdes. Parce que ouais, le sarrasin, le tournesol, c'est trop léger. Parce que, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, donc par rapport aux graines qui sont possibles de mettre comme ça. Donc on est toujours bien, je répète, on est là, donc fin mai, début juin, pour venir placer des couverts, hein, ou même des cultures, hein, on peut être amené à les récolter en double culture. Donc on est dans cette période-là. Donc on va passer dans des céréales, donc il faut déjà avoir l'épandeur suffisamment en CO avec le tracteur, essayer de trouver des trucs Donc c'est pour ça que moi j'étais parti sur le châssis Lopa, je suis très content d'avoir ça. Mais malheureusement, bon, c'est des appareils qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui. Mais on peut toujours monter sur un tracteur des roues fines de grand diamètre pour essayer de ne pas perturber trop la récolte de blé, parce que du coup le blé il est en épuisant à cette époque-là. Et justement, c'est la question de Gilles là. Il y a Gilles qui demande combien de temps avant la moisson peut-on semer un couvert? Donc tu dis à peu près 3 semaines, après ça dépend des conditions, un mois? La réponse elle n'est pas comme ça, elle ne se formule pas comme ça. La réponse est les graines, en général, ils poussent quand ils ont de l'humidité, de la chaleur. Alors tout ça c'est variable, c'est des critères qui sont variables, mais surtout de la lumière. Donc dans ce cas-là, dans ce cas de semis fin mai, début juin, on va semer ça fin de printemps, ouais, début d'été même, je sais plus. Ouais, donc c'est fin de printemps. Donc le critère important c'est la lumière. C'est ça qui va déclencher votre semis. Et donc vous avez bien compris que le fait que la culture elle commence à mûrir, là la lumière elle va venir sur le sol au pied des céréales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre que les feuilles soient complètement jaunes. Là il est trop tard parce que là on est trop près de la récolte.
Donc c'est vrai que ça se situe toujours 3 semaines, un mois. Après, ça dépend quand est-ce qu'on déclenche la récolte, hein, suivant la météo, c'est compliqué. Mais le critère que vous devez retenir aujourd'hui, c'est la lumière qui rentre au sol. Vous allez comprendre aussi que quand la lumière, la lumière du soleil, en plus les jours, ils augmentent en durée, la pression du soleil est plus importante. Donc on a beaucoup d'effets de lumière à cette époque-là. Et si vous voulez, si vous ne mettez rien, vous ne mettez pas de graines à ce moment-là, souvent c'est des adventices qui poussent. Alors je ne sais pas s'il y en a qui s'en sont déjà rendus compte. Quelquefois on arrive à la moisson, s'il y a des années, des mois de juin humides, où déjà les adventices, donc ça peut être toutes sortes de graines, hein, même des vulpins qui repoussent, des ambroisies, il y a plein d'espèces qui déclenchent leur germination à cette époque-là. Et même dans des blés versés, on a déjà vu dans le temps des adventices qui repoussaient par-dessus les blés, qui généraient. Donc on essaye de gagner la course à une course à l'implantation, quoi. Donc nous, on explique à la nature que non, on ne veut pas d'adventices. Ces graines-là, ils ont qu'à rester du moment qu'on ne bouge pas la terre. C'est pour ça que c'est intéressant le semis à voler. Lucien m'expliquait toujours tout ça. On ne touche pas la terre normalement et on ne déclenche pas la germination. Et donc à ce moment-là, si on a une graine posée au sol, c'est la lumière qui déclenche sa germination. Mais je répète, il lui faut de l'eau et puis de la chaleur. Après, bon, cette période-là, il y a quand même de la chaleur, on en a toujours plus ou moins, quoi. C'est pas ça le problème. Le problème qu'on voit récurrent ces dernières années, c'est un problème d'hygrométrie d'eau. Il faut quand même des quantités d'eau suffisantes parce que du coup, on est quand même, il faut quand même qu'il y ait un contact minimum qui se fasse avec la graine. Donc par rapport à ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a différentes graines qui sont aptes, plus faciles à germer que d'autres. C'est-à-dire que vous imaginez qu'une grosse graine ronde comme une févrole ou un pois, un soja, que l'on pose sur le sol, la sphère que l'on pose sur une surface plate, il y a très peu de contact, même si le sol est vivant. Alors qu'une graine de sarrasin, si tout le monde a ça dans sa tête, c'est une graine angulaire qui va poser un plat sur le sol. Et le fait qu'elle soit angulaire, le germe, il sort très facilement, puisque le germe, il sort entre les deux parois, les deux, je sais pas comment on appelle ça, moi, la couverture qui recouvre la graine, ça s'écarte facilement. Exactement pareil, c'est surprenant, mais le tournesol, c'est une plante adaptée au semi-nature. Le problème, c'est la répartition. C'est pour ça qu'il faut l'emmener assez large. C'est une graine plate qui vient se poser au sol, donc il y a une surface de contact avec le sol qui est importante. Et donc là, il y en a suffisamment pour, surtout s'il pleut un peu, pour donner l'humidité, pour déclencher la germination. Donc avec la lumière. Donc pour cette histoire de lumière, de date de mise en surface du sol des graines, dans le cadre du semi-nature, il faut mettre ces graines-là dès qu'on va sentir que la lumière va pouvoir descendre au sol. Et comment je veux dire, si on attend trop, on peut dessécher, le sol peut se dessécher, ça dépend des conditions. Parce que vous imaginez que quand les feuilles sont vertes, s'il a plu dans les 8-10 jours, enfin, ou même la veille, il y a encore de l'humidité résiduelle. Dès que les feuilles mûrissent et que la lumière descend et la chaleur, donc il y a évaporation. C'est comme ça que les cultures mûrissent de toute façon. Et c'est comme ça que les adventices ils germent. Je sais pas si je me suis... Ouais, Gilles, moi c'est clair pour moi. Gilles, est-ce que c'est clair pour toi? Dis-nous si t'as un complément de, enfin si tu veux avoir plus d'informations sur un sujet. Mais a priori c'est clair. T'as une autre question du coup de Paul. Implantation d'une prairie temporaire, donc régras trèfle, en semi-nature dans blé, dans les conditions indiquées, est-ce qu'il y a pas de problème? Donc c'est pour t'amener dans du blé. Ouais, exactement. Et ben là, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la bonne période. De toute façon, c'est un peu ce que pratiquent les Argentins. Hein, ce que pratiquaient les Argentins. C'est surtout pour, au départ, cette idée-là, elle vient justement pour mettre des graines fourragères, donc régras, des trucs comme ça, quoi. Donc le régras, vous imaginez qu'au semoir centrifuge, alors il y a des gens aujourd'hui qui sont en 40 mètres de large, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est simplement ça.
C'est une question d'équipement. L'équipement, il est quand même important pour. Alors après, bon, aujourd'hui, on voit apparaître. Je ne pense pas qu'il y a d'avions semeurs en France, mais on voit quand même apparaître des sociétés qui travaillent avec des drones. Et puis, ou après, faut adapter la machine, hein. Il y a un tas de gens qui ont adapté même des vieux pulvés traînés avec un système pneumatique, un ventilateur, et puis ça y va, quoi. C'est chacun a trouvé son truc, toujours pour rester dans des coûts économiques raisonnables. Sinon, après, il existe des épandeurs automoteurs pneumatiques. Hmm. Il y a Cyril qui pose une question par rapport à l'irrigation. Il dit à quelle date se met un triticale sec dans du soja irrigué, avant ou après le dernier tour d'eau? Donc, un triticale seigle. Ouais, à quelle date se met un triticale seigle dans du soja irrigué? Est-ce que Donc, c'est alors, avant ou après le dernier tour d'eau? eh ben, non, dans le soja, c'est la chute dans du soja, on est bien d'accord, hein. C'est dans du soja irrigué, ouais. Dans du soja irrigué, donc c'est la chute des feuilles qui va vous déclencher le. Parce que quand les feuilles, la plante soja, quand les feuilles, quand elle mûrit, ce qui se passe, c'est que les feuilles tombent. Donc il faut mettre la graine avant la chute des feuilles. Et donc là, quand les feuilles tombent, vous imaginez que ça laisse la place à la lumière. Les feuilles, ils commencent à jaunir et elles tombent au sol. Elles se détachent de la tige, elles tombent au sol. Il faut que les graines, elles soient au sol avant, donc les graines de triticale, etc., avant la chute des sojas. Et ce que je remarque depuis 2-3 ans, avec les étés secs qu'on a, c'est qu'on serait prêt à travailler des sojas beaucoup plus tardifs, parce que du coup, avec les doubles zéros avec lesquels je travaille ici, la chute des feuilles, elle se fait presque 5, 10, 15 septembre. Et c'est trop tôt pour venir mettre, si tôt que ça, enfin, il faudrait prendre le risque, une céréale. Donc là, c'est c'est la deuxième période qu'on pourrait pratiquer pour le semi-nature, quoi. Semer une céréale dans des parcelles de soja. Donc après, Et peut-être on peut parler du coup quel couvert en semi-nature. En fait, il y a Nicolas qui demande y a-t-il des graines plus adaptées que d'autres? Donc tu en as un peu parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on peut en discuter là. bah, il y a plusieurs choses. Il y a la largeur d'épandage. Alors, il faut savoir aussi que moi, comme j'avais prévu ce coup-là, avant j'épandais, je ne sais plus, en 32 mètres ou je ne sais plus 30 mètres, j'ai réduit ma largeur de pulvérisation pour passer à 24 mètres pour une question justement de largeur standard pour ne pas être embêté, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content d'avoir trouvé un DP24, pas trop lourd, porté, enfin quand on va mettre sur le lot pas. Donc il y a déjà cette première contrainte là, emmener des graines à 12 mètres du tracteur, ou plus, pour ceux qui sont en grande largeur. Donc ça c'est une chose. Donc avec un épandeur centrifuge, comme on l'a dit tout à l'heure, les graines lourdes s'y vont. Donc ce qui est blé, sarrasin, orge. Ouais, parce qu'il faut quand même dire, faut pas mélanger tout. On va appeler ça les semis de printemps que j'ai parlé en premier. Donc là, on met pas de ces graminées. Par contre, en deuxième, on parlait des semis sur des sojas. Par exemple, on va prendre l'exemple du soja. Donc là, on peut être amené à semer des céréales. Mais des céréales au centrifuge, même à 30 mètres, ça peut, à mon avis, ça ne doit pas, même de l'orge, l'avoine, je sais pas, j'ai pas essayé, mais ça ne devrait pas poser de problème. Alors, donc adapter, après c'est la forme des graines, quand c'est la période, donc on va dire fin d'été, on est au mois de septembre, là. Au niveau hygrométrie, c'est pas trop grave parce que généralement, tous les ans, ça se reproduit quand même, sinon ça fait longtemps qu'on serait mort. On va quand même vers les pluies. Donc même votre graine, vous imaginez que si votre graine de blé ou de triticale, votre graine de céréales, elle est mise sur le sol, les feuilles de soja tombent, donc il fait sec, il pleut pas, donc celui qui a la chance d'avoir l'irrigation, là il met son irrigation à ce moment-là pour bien humidifier les feuilles, et entre les feuilles et le sol, les grains de céréales. Donc là, ça va bien se passer. Celui qui n'a pas l'irrigation, ben, il peut patienter. Généralement, la pluie, elle revient quand même assez vite, quoi, ces périodes-là. Et donc, c'est pour ça que je pratique exactement la même chose pour le maïs. Donc, on passe avec le lopa dans le maïs, et là, on met un mélange donc, de graminées avec quelques légumineuses.
Donc là, on peut revenir avec des graines rondes, genre févrole, vesse, des pois. On met pas de soja parce que du coup, ça va geler trop vite, quoi. Parce que l'objectif, c'est de faire un couvert quand on met dans le maïs pour le soja. Moi, je fais toujours suivre du soja après les maïs. Et donc là, j'ai déjà eu l'expérience, ça remonte à 5-6 ans, où dans les parcelles de maïs, on avait mis là, à cette époque-là, j'avais mis que de l'avoine et de la vesse, et qui était hyper bien développé. Et tout le monde, donc vous savez, tout le monde sait qu'en semi-direct, enfin en SCV, les sols sont quand même fermes, on a des racines, ça tient, donc le matériel il circule facilement, les sols sont aplanis, etc. Donc moi j'arrivais à récolter les maïs avec la batteuse et que le voisin en terre labourée et tout ça, c'était pas la peine. Et moi je roulais sur des pousses d'avoine qui étaient importantes, il y avait déjà des racines en place, etc. Et donc ces racines-là, pour pousser, il faisait encore chaud, donc ils absorbaient de l'eau, ils enlèvent l'eau du sol pour assainir le sol. Donc ça facilite la récolte du maïs. C'est extraordinaire. Donc, quand le maïs est coupé, ben, le couvert est déjà en place. On n'a pas perdu de temps, on a croisé les deux cultures, c'est magnifique. Il a tout le temps de se développer par la suite. Et t'as une question de Paul sur justement ton itinéraire de blé, donc pas maïs, et il demandait comment tu gères ton blé, donc dans quelles conditions précédentes, enfin voilà, un peu comment tu gères ton blé avec le semis à la volée. Alors, il me parle de blé de maïs, non, c'est ça? Sa question c'est comment Noël sème ses blés aujourd'hui par exemple. D'accord. Bah, je sème quand même toujours au semoir. Ça, faut être raisonnable. Hein. On répète encore une fois, le semis à la volée, le semis nature, c'est un semis opportuniste. On le fait si toutes les conditions sont réunies. Toujours de la chaleur. Alors en septembre, c'est pas le problème la chaleur. Il faut savoir qu'en septembre, les sols, ils ont un potentiel de chaleur qui était emmagasiné tout l'été. Ils sont hyper chauds. Et vous avez tous remarqué, dès que vous posez une graine avec de l'eau et tout ça, ça pousse plus vite qu'au printemps. Hein. Le problème, c'est souvent au printemps, la germination. Et donc moi, les blés, je l'ai dit tout à l'heure, je faisais des blés de soja en semi-nature. Mais cette année, ces dernières années, on ne peut pas parce que du coup, les sojas, ils ont déjà perdu leurs feuilles. Et je ne veux pas prendre le risque de semer des céréales, des blés trop tôt pour qu'ils chopent tous les pucerons, etc., pour revenir à des insecticides. Alors que sur la ferme, ça fait 15 ans que je suis sans insecticides. Hein, si je n'ai pas tenté ça encore, peut-être quand il viendra, il faudrait essayer avec de l'orge, par exemple. De l'orge, aujourd'hui, je fais beaucoup d'orge d'hiver, donc la Rafaela, et puis je ne sais plus l'autre laquelle. Là. Enfin, il y en a plusieurs variétés d'orge qui arrivent sur le marché par rapport à ça. Donc on peut les semer tôt, parce que du coup, ils supportent, elles sont réticentes, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le caractère résistant Ouais, résistante. aux pucerons, quoi, à la mosaïque. Et donc ça, c'est pas mal. Là, on pourrait prendre le risque de les semer un peu plus tôt. Et Lucien, à cette époque-là, m'avait dit, mais t'as qu'à prendre des soja double zéro ou même simple zéro, plus tardif. Comme ça, tu pourras semer tes blés à la bonne date. Bon, moi, je n'ai pas encore pris le risque. Je pourrais peut-être le faire, quoi. Alors, l'année que je vais faire ça, il va pleuvoir tout le temps et puis je récolterai mes soja au mois de décembre. Donc, ça me fait un peu peur. Il y a ces critères-là. Donc, sinon, j'ai déjà fait. Et en plus, à l'époque, on avait même poussé encore plus loin parce qu'on avait mis du sarrasin dans... Donc, vous imaginez une parcelle de soja qui n'a pas encore perdu ses feuilles. Ça commence un tout petit peu, les feuilles du sommet commencent à jaunir. C'est à ce stade, la lumière elle va rentrer au sol. C'est à ce stade-là qu'on met les graines de blé, par exemple. Et on avait mis avec du sarrasin. Et l'objectif du sarrasin, en accompagnant le blé, vous avez bien compris, c'était de désherber, puisque le sarrasin, il a une fonction alléopathique. Et on avait fait plusieurs essais. Et on a même désherbé carrément des parcelles de blé. Enfin, le blé, il a germé, il est crevé après parce qu'il y avait trop de sarrasin. Donc, on a désherbé trop fort. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, quand on parle de chimie, les gens en agriculture biologique, ils sont anti-chimie, alors que dans les plantes, il n'y a que de la chimie, c'est que de la... Donc, ça me fait doucement rigoler. Donc, j'ai réussi à désherber, à cogner mes blés
au sarrasin, parce que j'ai mis trop de sarrasin. Alors, je ne sais plus les dosages qu'on avait fait, mais je crois que ça marchait autour. Il fallait mettre entre 20 et 25 kg de sarrasin hectare, avec, à cette époque-là, on mettait 110 kg de blé. Si, au-delà à 50 kg, on ne voyait pas le blé arriver. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais malheureusement, ces essais-là, je ne peux pas les reconduire parce que je n'ai pas l'irrigation. J'attends avec impatience des automnes un peu plus humides pour recommencer ces systèmes-là. On pourrait imaginer aussi désherber ces mêmes céréales d'automne avec donc du sarrasin, le soja qui a une fonction le sorgho qui a une bonne fonction alléopathique par rapport à ça et qui peut avoir la même fonction de désherbant que le sarrasin. Alors c'est intéressant parce que vous avez remarqué que quand le sarrasin a fini de pousser, donc on est fin octobre, début novembre, au premier gel, il disparaît et donc il ne gêne plus, il ne reste plus que le blé. Et la même chose pour les sorgho. Donc là, c'est des plantes gélives. Donc désherber les céréales d'hiver avec des plantes gélives. On a plein de choses à faire dans cette orientation-là. Et donc justement, tu as Victor qui demandait si c'était compatible avec une agriculture bio. Bien sûr, mais de toute façon, pour ce qui est des différentes sortes d'agriculteurs, je vais caler tout le monde tout de suite. Moi, je pense que les conventionnels qui sont en labour, il faut qu'ils comprennent que le labour, c'est un destructeur de sol. Donc, pour les agriculteurs bio qui ont encore des charrues, ils sont en train de détruire leur sol. Pour moi, c'est pas bon. Alors, on peut me dire que je suis extrémiste, tout ce que vous voulez. Et nous, en SCV, si on peut réduire les quantités de glyphosate, on a déjà réduit énormément les intrants. Vous avez entendu que ça fait 15 ans sur la ferme que je suis sans antilimace et sans insecticide, donc je suis quand même parti. Et avec très peu de fongicides, pour dire presque plus. Il me reste que des désherbants, que des herbicides. Donc chacun a un effort à faire. Toutes les formes d'agriculture ont à se rapprocher les unes des autres pour arriver à quelque chose qui serait bon pour tout le monde. Ok, et vas-y. Ok, alors on va se déplacer. Il y a le tracteur qui arrive là. Attends, on va se mettre là-bas. Donc on fait une petite pause de 30 secondes. Juste le temps de se déplacer. On dirait qu'ils font exprès. Hop, on va se mettre derrière. On va être dehors un moment, c'est pas grave. Ouais, juste on va se déplacer 30 secondes. Hop, on va se mettre là. C'est bon. Et donc il y a Guillaume qui demande sur un semis de luzerne, lotier et trèfle dans un blé avec un centrifuge de 12 mètres, est-ce qu'un passage RC tri est judicieux? Peut-être parler un peu de ça, ouais. Donc le blé est récolté là. Dans un blé, semis de luzerne, lotier et trèfle dans un blé avec un centrifuge de 12 mètres. Je dirais que... Ouais, Guillaume, si t'as des précisions sur ta question, n'hésite pas. Non, mais il faut bien lui préciser. Est-ce que la culture est en place ou est-ce que c'est après la récolte? Ouais. Ils ont bien imaginé que c'est avant la récolte. Ouais, je pense que c'est clair. Bah, Guillaume, précise ta question. Bon, il y a Cyril qui posait une question sur les antilimaces avant la céréale. Alors, moi, 15 ans sans antilimace. Enfin, antilimace avec la céréale, pardon. Zéro, pas d'antilimace. Je dis à tout le monde que si vous voulez des limaces, il faut mettre de l'antilimace. Est-ce que tout le monde a compris le message? Ou est-ce qu'il faut que j'explique? Je pense que c'est sur l'antilimace, ça pourra faire l'objet d'un autre live. Non, mais on peut. Bah, tu peux dire 2 mots là-dessus. Hein. Parce que donc nous on a joué, parce que moi j'avais des problèmes de limaces affreux comme personne n'a jamais connu, avec les couverts, etc. Et donc plus on mettait d'antilimaces, plus on avait de limaces. Et ça c'est valable pour tout le monde. Les anciens comme moi qui se rappellent, je suis sûr qu'avant l'antilimace il n'existait pas. Mais par contre la limace avait toujours quelque chose à bouffer. Donc moi aujourd'hui quand je fais mes semis, je prévois de la nourriture pour la limace. Donc dans des semis de céréales, je mets du colza, dans des semis de maïs, on met du... Si vous saviez ce qu'on met dans les semis de maïs, on met du blé maintenant, on met du soja, on met du colza, on met du lin, et ça disparaît au désherbage, il reste que le maïs. Et tout ça, c'est pour nourrir les taupins, c'est pour nourrir la vie du sol. Nourrir et protéger, nourrir et protéger. On va vous le répéter souvent.
Donc avec ça, on évince le problème de... Il faut bien mieux mettre ces plantes-là que de mettre de l'antilimace qui va empoisonner les prédateurs des limaces, qui sont les carabes, les oiseaux, etc. Et donc à ce moment-là, quand vous mettez plus d'antilimace, vous nourrissez les limaces, il y a toujours des limaces, mais ils sont en équilibre parce que les prédateurs, ils sont en équilibre aussi. Et les choses se rétablissent très très vite. Alors au départ, j'étais amené de ressemer des petits ronds de colza, des trucs comme ça, avec des différentes cultures, on fait un peu du patchwork. Mais au bout d'un moment, ça s'équilibre et ça... Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que je pratique ça sans antilimace. Mais au départ, je suis convaincu que certains vont avoir des problèmes. Moi, je me suis tenu à ça. Dès qu'on ressort les sacs d'antilimace, eh ben, les limaces y reviennent, puisqu'on empoisonne les prédateurs. Ok, et du coup, là, si on repart sur le blé, donc la question de Guillaume, il te dit blé en place, semis de légumineuses en mars pour avoir un couvert permanent. Non, on ne pratique pas en mars. Parce que dans une céréale, mars, avril, jusque fin mai, c'est là qu'il n'y a pas de lumière dans la céréale. Le blé, il est en pleine feuille, donc il y a très peu de lumière qui arrive au sol dans ces parcelles-là. Et donc là, pour moi, ou alors il faut vraiment votre blé il soit clair. Et là, c'est un autre problème, quoi. Dans des blés normaux qui font un rendement normal, il n'y a pas assez de place pour la lumière. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a très peu de levées d'adventices si on a désherbé correctement. Alors par contre, pour le semis nature, il faut faire attention aux désherbants. Il faut faire attention aux sulfos. Parce qu'on peut avoir des rémanences de sulfos, puisqu'on avance la période de semis, il ne faut pas que les sulfos ils empêchent la graine de germer. Ça, c'est hyper important aussi. Donc moi, je travaille beaucoup avec des foliaires. Donc je suis revenu désherber les blés avec des hormones. Donc la plupart des désherbants antigraminés, je les fais l'hiver, enfin d'automne, pour être tranquille, pour qu'il n'y ait pas de rémanence, quoi. Ok, et donc alors... mars, c'est pas bon, c'est pas la bonne date. Moi, j'ai jamais tenté, j'ai pas essayé, c'est pas moi qui peux vous parler de ça. On attend fin mai, début juin. S'il y a d'autres questions, allez-y en commentaire. Peut-être Noël, ça vaut le coup de parler. Tu sais, tu parlais des semences de ferme, donc le fait que le semis nature ou semis à la volée doit te coûter vraiment pas cher. Comment t'as adapté ta rotation pour avoir tu disais que tu prends majoritairement que des semences de ferme. Comment tu gères ça? Déjà, quand on part en SCV, on a revendu des charrues, on a revendu les combinés, donc ça fait un peu, j'allais dire de financement. Mais... Et donc là, on achète un trieur, on achète un séchoir, on achète un séchoir pour se sécher ses graines sérieusement. Un trieur puis du stockage. Et on peut même en vendre parce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de sociétés qui se mettent à vendre énormément de semences de couvert. Donc produisez chez vous, ça vous coûtera moins cher. Donc la vente de la charrue peut vous payer le matériel inutile pour travailler le sol. Et c'est d'autres matériels comme ça qu'il faut acheter. Et donc là, économiquement, puis c'est un investissement qu'on peut prévoir à plusieurs. C'est quand même pas des matériels qui tournent tout le temps, quoi. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Alors après, il faut consacrer une partie de la surface à la production de graines qu'on va retrouver, au lieu d'aller des fois donner... Enfin aujourd'hui les céréales sont chères, mais il y a les années d'avant, quand les céréales n'étaient pas chères, autant produire sur sa ferme des graines fourragères, enfin toutes sortes de graines de couvert, 5 à 10% de la surface, j'en sais rien, peut-être moins ou plus, ça dépend des rendements, pour les retrouver. Et donc c'est important en semences de ferme parce que c'est pas n'importe quoi non plus, hein. On les récolte à la bonne maturité. Et puis il y a Julien qui entend pas bien apparemment. On les sèche. C'est bon? Ouais, je pense que c'est clair. Parce que la graine, faut quand même. La semence, c'est de la semence, c'est un truc qui germe, c'est pas un truc qu'on a posé dans un coin d'un big bag et quand on vient pour le semer au printemps, c'est tout pourri, hein. Là c'est pas bon. On n'a pas gagné notre temps. Enfin, tout le monde connaît ça. Et alors attends, parce qu'il y a un peu de vent. Peut-être on peut retourner là-bas? Il y a un peu de vent.
repose de 2 minutes. Ouais. Et avant qu'on parle enrobage, t'as Victor qui demande les semences que tu produis du coup. En semences de ferme. Beaucoup de vesses, beaucoup de févrole, du tournesol. Alors c'est du tournesol, c'est pas du tournesol classique, c'est du tournesol géant. Parce que du coup, ce qu'on recherche dans les couverts, moi ce que je recherche particulièrement dans les couverts, donc ça c'est Lucien qui m'a appris ça, c'est le volume, c'est la production de carbone au maximum. Alors quand on regarde un couvert, on regarde toujours la partie aérienne, mais on a la même chose qu'on ne regarde pas assez au niveau racinaire. Donc on recherche des plantes exubérantes de ce côté-là. Et tu disais qu'il y avait peut-être une concurrence aussi, et que vous étiez en train de peut-être espacer les couverts. Tu disais qu'il y avait peut-être une concurrence qui se passait. C'est-à-dire qu'on a essayé de semer donc ces plantes-là géantes, donc après le facteur limitant ça va être l'eau. Mais vous avez bien compris que quand on gagne quand on gagne en puissance racinaire, on augmente le potentiel de réserve d'eau. Enfin, pour les sols qui en sont capables. Mais on a fait des tests d'augmenter les densités, parce que du coup, pour avoir moins de salissement, etc., quoi, donc de bien mélanger. Et on s'est aperçu qu'à un moment donné, quand on avait trop de densité, on avait plus on était plus optimum en production de matière sèche, de matière organique, quoi. Donc il faut quand même pas aller trop loin, quoi. Donc les volumes de semences de couvert, ça dépend ce qu'on met. Après, ça dépend des graines. Hein. Mais il ne faut pas au-dessus de 150 kg, on est trop, quoi. Faudrait reprendre. Ça dépend ce qu'on a dans le mélange. Quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Et si on parle enrobage? Enrobage, on en a parlé un peu tout à l'heure. Nous, on l'avait surtout fait pour l'épandeur centrifuge, pour emmener les graines à grande largeur. Donc l'idée, c'était de coller des petites graines sur des grosses pour les emmener avec les palettes du centrifuge. Et du coup, en profiter pour leur mettre des choses intéressantes. Donc la mélasse, ça va amener du sucre à un moment donné. Donc ça va permettre de coller. Tout à l'heure, on est passé devant le tas de cendres. On colle des cendres, on colle de l'argile. J'ai même essayé de... Après, il faut les sécher. Donc on sèche avec de la chaux éteinte ou de l'argile sec, etc. pour faire une petite boule de masse pour le jeter là. Et donc du coup, autant que ce soit du fertilisant, ça. Parce que du coup, ça tombe au sol. S'il pleut bien, cette argile-là, ils fond. Et puis, le germe, les radicelles, ils ont tout de suite la nourriture qu'il faut. Livrée, direct, locale. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse le live? Pour les membres de la Ligue qui nous regardent, on va faire une réunion téléphonique vraiment focus à fond sur le sujet avec Noël dans les prochains jours. Voilà. Juste si on peut rajouter, chez les membres, on fait des analyses, on avait fait chez Noël, et les résultats étaient juste impressionnants. Il fait partie des 5% des membres qui ont les meilleurs résultats au niveau des analyses de sol. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser sur les analyses, déjà bon le SMI direct couvert c'est sûr, et puis sur le SMI nature quoi. Tout à l'heure, il y avait une question par rapport aux espèces de couverts que je produis sur la ferme. J'en ai cité que 3, mais j'en ai été industriel. Vas-y. Mais la plante intéressante, à mon avis, donc le sarrasin, ça c'est ma plante de base, mais surtout aussi le sorgho. Alors le sorgho, du coup, ça va être une plante d'été, mais comme le sarrasin, comme c'est gélif, ça peut être intéressant de les balancer à l'automne, quoi. Enfin, l'automne pour désherber, vous voyez, il y a l'effet allopathique, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais le sorgho, c'est quand même une petite graine qui germe assez facilement si on avait des pluies intéressantes. Et par contre, c'est une plante d'été qui est hyper performante, qui a une puissance racinaire incroyable et qui, elle, donc, surtout les sorgho biomasse. Donc, on travaille sur des sorgho populations, toujours pour un coup de semence. Hein, on n'a pas envie de se ruiner. On est sur du sorgho grain. Sorgho grain, ouais mais je travaille des variétés biomasse. Donc,
Donc le sorgho, faut pas oublier sorgho, sarrasin, la févrole, c'est la plante de référence, hein, ça faut en produire. La veste, c'est une plante hyper intéressante. Alors après, bon, moi je produis pas de pois, mais je fais venir des pois. J'ai un voisin qui produit du lin. On fait pas, on peut pas faire toute la gamme. Il faut pas hésiter. Ici, AgroLeague, il peut servir à ça aussi, à Mm. s'échanger des graines entre voisins. Ouais, on a il y a Voilà. une groupe, de la conversation, la Ligue Market. Voilà, ça c'est Ouais. c'est intéressant parce qu'après on complique tout. Hein. Faut quand même stocker, faut quand même récolter. Mais le lin, c'est quand même aussi une plante intéressante, qui n'est pas forcément. Et après, bon, après pour les éleveurs par exemple, mais ils connaissent tout ça, c'est la chicorée, plante hyper intéressante. Et puis toute la gamme des luzernes, des trèfles, etc. Bah, là, ceux qui peuvent produire, ceux qui peuvent échanger, faut y aller. Donc ce que je disais aussi, c'est que j'aime bien dire ça un coup de temps en temps, c'est que le meilleur couvert, les meilleurs couverts, c'est un maximum d'espèces avec un maximum de légumineuses. Et comme les légumineuses en coût de semence, c'est quand même eux les plus chers, parce que les rendements ne sont pas les mêmes, etc. Donc c'est pour ça que je parle d'un maximum de légumineuses, mais autant les produire soi-même pour diminuer l'impact économique. Il y a t'as Charles qui demandait si c'est dur de trouver un DP24. Tu confirmes que non? Bah, c'est-à-dire que y en a beaucoup qui tournent encore d'ailleurs en Angleterre, en Allemagne, mais le problème c'est que faut les trouver en état, quoi. Alors, faut les trouver en état, et puis du coup, il faut aussi avoir les rouleaux petites graines, pour, si on veut balancer de la luzerne et du trèfle. Et donc, généralement, c'est quand même des appareils qui ont fait beaucoup d'engrais, et c'est les soins que les gars ils en ont apporté, quoi. C'est là qu'il faut faire attention. Oui. Ok. Ouais. Pas de problème. Pas de problème. Petite Ok. pause du coup. Attendez, à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Et de Noël, il y a Charles qui demande, il y a pas de souci. Il y a Charles qui demande qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que Enfin, ça vaut? combien ça vaut? J'imagine que c'est ça la question, Charles. Si tu demandes le prix? Agréé à faire. Et ça vaut toujours trop cher. Faut faire gaffe à l'état, quoi. Ok. Bon, j'imagine que tu demandes le prix. Après, en neuf c'est impossible, hein. Même avec le plan de relance. Hein. Il y a comment, les établissements e-commerce qui font Ouais, Charles qui demande le prix en fait. Il demande bien le prix. il y a ils font je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est un distributeur pneumatique avec une rampe de 24 mètres. Enfin, il y a 18, 12, etc. Quoi. Mais alors là, les prix, ils sont fous, quoi. Et si on repart sur Et la après, ça se ouais, bricole. Hein. Celui qui voudrait se pencher sur la question, c'est assez simple. Hein. Une ouais. distribution de semoirs, un bon ventilateur, des tuyaux, des palettes, et ça le fait. Hein. C'est Sur Paul un peu plus levé. Paul Champignon est dans la conversation. Paul, mets le lien de ta page Facebook. C'est lui le bricoleur de la ligue. Voilà, Si lui vous qui avez est en besoin. bassin et puis qui file Ouais, des plans à tout le monde. Paul, on attend que tu nous montres. Et il y a Paul qui revient sur le semis de luzerne. Il te dit semis d'une luzerne dans un blé quelques jours avant la tombée des feuilles de blé. Non, La les luzerne, feuilles de blé, ils tombent pas. enfin, il dit bon, Le comme ce que tu disais, mûrissement des ouais, feuilles de blé. le mûrissement des feuilles de blé. La luzerne est longue à s'implanter. Est-ce qu'il a déjà pu tester? Non, j'ai pas testé ça. Mais je vois pas pourquoi ça lèverait pas. Surtout des graines de luzerne. Si elle a suffisamment d'eau, au contraire, la luzerne en surface, ça aime bien. Ça, tous ceux qui ont semé la luzerne, quand on se met trop profond, ils s'en souviennent. De toute façon, toute cette gamme de légumineuses, les trèfles et tout ça, en surface, ils se débrouillent. C'est ce qui se passe dans la nature. Hein. On a toujours tendance. Par contre, toujours les conditions. S'il fait sec, les gars, ne semez pas dans les blés. Hein. S'il fait trop sec cette année, ne balancez pas d'argent dans vos blés. Hein. Et attendez de la pluie ou irriguer ou je ne sais pas quoi. Opportuniste toujours. Alors, ce qui est intéressant dans ce semis-là, c'est que ça va très vite. En 12 mètres, en 24 mètres dans la journée où vous avez fait votre ferme. Donc, avant la pluie, il va pleuvoir, si vous avez une bonne météo. Moi j'avais appuyé Jean-Christophe par rapport à ça, quand on aura une bonne météo à 6 mois, ben, on sera les rois du pétrole. Ouais, on avait essayé d'avancer sur le sujet, mais c'est compliqué, Ouais, la météo. la météo c'est compliqué. Ok,
Ah bah du coup, on va finir. Hein, alors attends, peut-être dernière question. Pour le semi de sarrasin avec le triticale, les quantités optimales du sarrasin avec 150 kg de triticale. L'objectif du sarrasin dans le triticale, c'est de désherber ou c'est de l'accompagner? Je sais pas. Bon, on attend le retour. Parce que je vois pas l'intérêt du sarrasin avec le triticale. Ok. Autant mettre du seigle ou de l'orge, de l'avoine, s'il veut faire un métal avec quelques graines de vesse pour faire. Ça dépend ce qui. Ok. Le sarrasin en semi-nature, essayez de le semer seul, parce que du coup, vous allez peut-être avoir une deuxième récolte, les gars. Il te dit désherber. Désherber. Et ben, alors, il a qu'à faire l'expérience, donc des protocoles de dose de sarrasin, et pour désherber son triticale. Bah écoute, entre 15 et 40 kilos, 45 kilos. bah écoute, tiens-nous au courant, tiens-nous au courant de ce que ça donne. Mais c'est hyper intéressant comme système. Ça serait à développer. Il faut y regarder, quoi. Il faut qu'on creuse la question, quoi. Ouais. Ok, bah sinon t'as des félicitations, y a Victor qui t'a dit félicitations, vous faites du bon boulot, voilà, t'as des félicitations. Merci pour tous ceux qui ont participé au live et puis on va en refaire. Je crois on est bon. Noël, le mot de la fin? Bah, couvrez vos sols, maximum. Nourrissez et protégez vos sols. Stockez du carbone. Ça, c'est un sujet primordial, il faut qu'on en parle avec Jean-Christophe. Ok, on est là-dessus, faut qu'on creuse. Ok, bon bah super. Gilles, désolé, mets ta question en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Mais on conclut le live. Ouais, sur le. Ouais. Ok. S'il y a d'autres infos, je peux ouais. répondre dans... Et puis pour les membres de la Ligue, on vous informe de la réunion sur le sujet et puis on fera un tour de plaine par la suite. À très bientôt tout le monde. Merci à tous.